Et mesdames et messieurs, nous allons passer au premier panel du jour, qui sera modéré par Monsieur Jimmy Dorsainville. Et bien sûr, Jimmy sera accompagné de Madame Ouedraogo, qui va rester sur le panel. Il y aura aussi Madame Danise Émile, qui sera en ligne, Madame Danielle Saint-Lô, ancienne ministre du Commerce et de l'Industrie, qui sera en ligne également, Madame Daniela Jacques, et c'est PDG de la Chambre de commerce des femmes entrepreneurs, qui est avec nous en présentiel, et Madame Sandra Rousseau, de Femmes en démocratie, qui sera aussi sur ce panel. Merci. Jimmy Dorsainville, c'est un collègue à la Banque de la République d'Haïti. Il est chargé d'éducation financière au sein de l'unité d'inclusion financière. Et fort de d'une expérience de plus de 10 ans dans les secteurs publics et privés haïtiens auprès d'organisations internationales, il a développé une expertise en finance, économie et développement. Et au sein de la BRH, il contribue à la mise en œuvre du plan national d'éducation financière et à la révision de la stratégie nationale d'inclusion financière, SNIF. Il développe également des initiatives pour renforcer les connaissances et compétences financières des populations vulnérables. Et il sera votre modérateur aujourd'hui et tout de suite après le panel, on aura des questions. Je vous souhaite déjà bonne participation. Merci beaucoup, Madame Milsé. Je vous dis bonjour. C'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui pour animer ce panel sur le leadership entrepreneurial des femmes, les données stratégiques, opportunités et leviers d'action. Bien sûr, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il fait là? Un homme sur un panel qui fait la promotion du leadership féminin. C'est normal, je vais vous répondre à cette question, mais un peu après. Avant de vous répondre, voyons un peu les chiffres. Dans une récente enquête sur les MPME en Haïti, il est démontré que seulement 7% des entreprises dirigées par des femmes ont une reconnaissance légale. Cela veut dire que les autres entreprises n'ont pas forcément accès au système de financement formel. Pire encore, seulement 10% des entreprises dirigées par des femmes sont bancarisées, alors que du côté des hommes, on est à 22% de bancarisés. Cette situation n'est pas différente au niveau des effectifs de la fonction publique. Nous sommes à 28,6% de femmes dans la fonction publique, donc environ 71-72% d'hommes. Pire encore, au niveau des cadres de premier rang, eh bien, les femmes occupent seulement 18,6% en termes d'effectifs. C'est un grand problème, c'est un grave problème, cher public. Et c'est qui ces femmes-là? Ce sont nos mères, nos sœurs, nos cousines, nos épouses aussi, pour ceux qui sont mariés. Donc, vous allez comprendre que ce problème n'est pas un problème de femmes, c'est un problème d'hommes, c'est un problème sociétal. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissez le mouvement He for She. Très bien. Vous voulez dire de quoi il s'agit? Lycée sous pas l'argent et puis voyez petit seul dans le collège. Donc si frère Konya ou bien grand frère la Corée seul là pour le cas avancer. Donc c'est très bien, très bien. Merci beaucoup, merci. Elle mérite bien les applaudissements. Applaudissez s'il vous plaît.
En Haïti, ce mouvement est implanté sous le nom de garçon choréfie ou bien garçon choréfemme. Donc vous comprenez un peu le sens en fait et que ce n'est pas un problème d'homme comme on a dit. Il faut comprendre que l'égalité des genres est une nécessité économique aussi. Et pourquoi je dis une nécessité économique? Je vais me référer à l'ouvrage Why Women Mean Business. Why Women Mean Business, dans ce livre, les auteurs vous montrent qu'il a été démontré que les entreprises et les pays qui valorisent le leadership féminin obtiennent de meilleurs résultats financiers et une plus grande résilience face aux crises. Donc, ce n'est pas en question de son faveur n'a fait FIA. FIA représente une force économique. D'ailleurs, dernière donnée plus récente sous démographie IHSI publiée en 2024 montrait que près de 50%, un peu plus de 50% de la population est femme. Donc, c'est un marché. Non seulement c'est un marché, c'est aussi une force, côté que nous avons un réservoir de talent au niveau des femmes. Donc, c'est une nécessité économique. Maintenant, pour répondre à la question du début, pourquoi un homme pour animer un panel sur les femmes, il faut comprendre que ce choix, c'est la volonté d'ouverture d'esprit de la BRH et sa détermination à changer le narratif, à bousculer les codes établis. Par ce choix, la BRH affirme ici que la promotion du leadership féminin n'est pas seulement l'affaire des femmes, mais c'est une responsabilité institutionnelle. Merci. Donc, étant justifié ma place ici, donc j'ai maintenant le plaisir de présenter un panel composé de femmes extraordinaires venant d'horizons différents, avec des profils en entrepreneuriat, en artisanat, en communication, en gouvernance, un panel vraiment riche. Je vais d'abord commencer par présenter Madame Daniela Jacques, qui va nous faire une présentation. Madame Daniela Jacques est une entrepreneure multisectorielle et spécialiste en communication stratégique. Elle est reconnue pour son engagement en faveur de l'innovation, du leadership et de l'autonomisation des femmes. Elle semble avoir 25 ans, 30 ans, mais méfiez-vous, elle a plus de 20 ans d'expérience. Donc c'est une professionnelle très expérimentée et elle est également fondatrice de plusieurs initiatives dont la Chambre de commerce des femmes entrepreneurs d'Haïti. Et Madame Daniela Jacques occupe les fonctions de directrice de communication et porte-parole de la présidence d'Haïti, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Donc, nous allons avoir maintenant une présentation de Madame Daniela Jacques. Merci. Bonsoir tout le monde. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, félicitations à la Banque centrale pour cette initiative ainsi que ses partenaires. Merci aux organisatrices et aux institutions présentes. Mon propos tient en une conviction simple aujourd'hui. La digitalisation des paiements n'a de sens que si elle corrige des inégalités, pas si elle les reproduit. Notre enjeu aujourd'hui, c'est d'en faire un levier d'équité et de genre afin de permettre l'inclusion financière réelle, une inclusion financière réelle. Qu'est-ce qu'on a sur le terrain haïtien? En Haïti, les femmes ne sont pas un segment. Elles sont le socle opérationnel de l'économie. Elles dynamisent le commerce de détail, portent les micro-entreprises, soutiennent la production locale et gèrent les finances familiales. Pourtant, elles restent sous-servies par le système financier.
Les inclure pleinement, c'est accélérer la croissance et stabiliser l'économie. Malgré leur rôle, les femmes demeurent moins bancarisées, moins financées et moins assurées. Pourquoi les données sont essentielles à l'équité de genre? C'est notre question aujourd'hui. Eh bien, je dirais que quand on a les données, ça fait la révélation des inégalités. On parle d'inégalités surtout tout ce qui a trait à l'accès au crédit, à l'épargne, à l'assurance, de l'invisible au mesurable. Rendre visible des situations souvent cachées, constat chiffré de la BRH. Au dernier trimestre, les chiffres qu'on a reçus, c'est que les hommes captent la majorité des prêts et les femmes restent minoritaires. Politique et produits adaptés. Quand on a les données, on peut bien sûr améliorer les services. Mais si on ne les a pas, donc sans données fiables, on ne peut pas prendre de bonnes décisions en faveur des femmes pour faciliter l'inclusion. La donnée n'est pas neutre, c'est un outil de visibilité et de transformation. Comme je disais tantôt, selon les chiffres, 63% des prêts en gourde et 75% des crédits en devises ont été accordés aux hommes. Les femmes progressent, mais restent minoritaires dans le système. Si on veut traduire simplement, on peut dire que le système n'est pas encore calibré pour l'équité. Situation actuelle du cash. Quand on utilise le cash, hier, on avait des chiffres vraiment qui nous font tourner la tête. Et le gouverneur en a parlé, le ministre des Finances en a parlé. Quand on utilise le cash seulement dans ce système, d'ailleurs c'est ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'historique bancaire ni de valeur institutionnelle. Pas de traçabilité, aucune preuve. Valeur limitée, immédiate mais non cumulative, risque, insécurité, perte, impossibilité de prouver les revenus. Et c'est pour ça aussi qu'il est très difficile pour les femmes et les petites entreprises aussi d'avoir accès au système de crédit, puisqu'on vend, surtout celles qui sont dans le commerce de détail, mais après, si elles veulent avoir un crédit dans une institution financière quelconque, eh bien, on vous demande de rapports, on vous demande des preuves que vous avez vraiment vendu, c'est impossible puisque l'argent qui rentre, comme on dit en créole, c'est dans un sac-it, donc tout se mélange, il n'y a pas vraiment de traces. Qu'est-ce que la digitalisation peut changer? Premièrement, on peut parler de sécurité et traçabilité. Un paiement digital est un paiement qui compte. Il devient une preuve, il construit un historique et il ouvre des portes. Accessibilité. Le mobile money et les solutions fintech ouvrent l'accès aux services financiers là où il n'y a pas d'agence. Autonomie économique, recevoir un paiement sur son téléphone, épargner automatiquement, constituer un historique et ça automatiquement ouvre la porte vers le système de crédit formel. Politique publique efficace, transferts sociaux ciblés, versement direct, réduction des fuites et des délais. Maintenant, quels sont les freins à lever? Il faut vraiment s'assurer de permettre, de faciliter l'accès aux outils, par exemple les smartphones, les data, identité officielle. Développer des compétences, éducation financière, capacité numérique, confiance et cadre, protection des données, frais transparents, résolution des litiges simples. Ces freins ne sont pas des fatalités, ce sont des chantiers et c'est là que nous passons du constat à l'action. Réponse des femmes. Alors,
Depuis juin 2015, un groupe de femmes avait pris l'initiative de créer la première chambre de commerce des femmes entrepreneurs d'Haïti. Et aujourd'hui, je suis très, très, très heureuse et très fière de ce nouveau groupe de femmes qui prend cette initiative de créer la Caisse populaire des femmes haïtiennes. Donc, je suis très heureuse aussi de vous présenter cette initiative avec un collectif d'actrices et d'acteurs engagés. Nous lançons la CPFH d'ici la fin de l'année. Son ambition est d'aligner l'inclusion, la technologie et genre. Cette initiative se base sur 3 piliers. Premièrement, les produits adaptés, épargne flexible, microcrédit adossé à l'historique des paiements, assurance de base. Digital First, ouverture simplifiée, application mobile, paiement sécurisé, microtransactions pour petites commerçantes, réseau d'agents de proximité. Et bien sûr, la capacitation, faire la formation, l'éducation financière et numérique pour ces femmes, accompagnement à la formalisation. On parlait tout à l'heure de toutes ces femmes entrepreneurs, ces petites entreprises qui sont toujours dans l'informel. Et bien sûr, la construction d'un score pour accéder à des tickets plus élevés. Les effets mesurables que ces femmes prévoient, donc pour les femmes qui seront les premières bénéficiaires de cette initiative, c'est la sécurité. Donc désormais, hier on en a parlé, porter beaucoup d'argent sur soi, de l'argent cash, etc. pour faire ses achats. Désormais, en fait, ça va leur permettre d'avoir la sécurité, ne plus avoir tous ces cash. Des traces de revenus, ce qui va leur permettre, bien sûr, d'avoir accès à des prêts plus importants. Accès progressif au crédit, comme je disais tantôt. Maintenant, pour l'écosystème, plus de productivité, moins de risques, davantage de croissance inclusive. Valeur ajoutée. Donner aux femmes les moyens de bâtir leur projet, favoriser l'inclusion des petits entrepreneurs, faire de la digitalisation un levier d'autonomie. Action. Qui fait quoi? Pour que la digitalisation serve l'équité, chaque acteur doit agir. Les pouvoirs publics doivent inciter et protéger. Les opérateurs et fintech doivent innover et simplifier. Les partenaires et bailleurs doivent équiper, former et bien sûr financer. En conclusion, la digitalisation n'est pas une fin, c'est un levier. Sécuriser, inclure, autonomiser. Des paiements numériques au service des femmes, de l'économie et du pays. Investissons dans les femmes. Nous investissons dans la croissance. La digitalisation a du sens quand elle libère. Libérons l'accès, libérons la croissance. Merci. Merci beaucoup, Madame Jacques, pour cette belle présentation. Sans trop tarder, nous allons poursuivre avec les panélistes. Et si vous avez des questions pour Madame Jacques, vous pouvez les garder. Il y aura un temps qui sera réservé pour les questions. D'accord? Pour poursuivre avec la présentation du panel, nous avons avec nous en présentiel Madame Sandra Rousseau, que je vous demande d'applaudir. Madame Rousseau est membre fondateur et directrice générale de Sandilou Textile. Écoutez bien, l'une des entreprises les plus connues et les plus appréciées dans le domaine de la fabrication de vêtements teints à la main en Haïti. Elle a une approche créative qui vise à mettre en valeur la richesse de la culture haïtienne à travers ses designs. Elle adopte une approche coopérative
pour créer des emplois en collaborant avec des artistes indépendants. Elle a un diplôme en art, sculpture et photographie, et elle est passionnée, comme on peut bien le comprendre, du textile. Que je vous demande d'applaudir, madame, monsieur. Nous avons également 3 autres panélistes en ligne avec nous. Parlons de la technologie, donc tout peut se faire en ligne maintenant. Nous avons madame Mamounata qui a déjà fait sa présentation, qui est encore en ligne depuis le temps, parce qu'on a encore des outillages du Moyen-Âge. Donc, on n'est pas encore arrivé à ce niveau, malheureusement, et on doit le faire. Mais c'est d'encourager aussi les jeunes dans l'artisanat, parce que pour le moment, on a un artisanat vieillissant et donc réfractaire aux nouvelles technologies et aux nouveaux accès. Et puis, bon, la plupart des artisans aussi sont dans des points très reculés. Donc, la digitalisation, c'est vraiment quelque chose d'abstrait pour l'artisanat pour le moment. Mais pour l'équité de genre, c'est un travail à longue haleine qu'on devra faire pour arrêter cette catégorisation que les femmes, c'est pour le crochet. Et maintenant, si je cherche une femme peintre pour travailler, je peux compter sur mes doigts. Je vais trouver une centaine d'hommes et très peu de femmes. Donc, c'est un travail que la Chambre des métiers s'acharne à faire, et aussi Femmes en démocratie, dont je suis la secrétaire générale. Notre travail, c'est de vraiment créer ces femmes entrepreneurs aussi dans le niveau de l'artisanat. D'accord, merci beaucoup. Je ne sais pas si entre-temps, OK, donc nous allons poursuivre et nous allons poser la même question à Madame Jacques. Madame Jacques, pourquoi s'avère-t-il important d'avoir des données genrées dans le cadre de l'entrepreneuriat féminin? Bon, je dirais simplement, si on n'a pas de données, on ne peut rien améliorer. On ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne sait pas. Donc aujourd'hui, on sait que généralement en Haïti, il y a ce problème de données. Si on fait un travail de recherche quelconque ou prendre des grandes décisions sur un cas particulier, c'est très difficile d'avoir accès aux informations, d'avoir accès aux données. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, ce type d'initiative comme celle dans laquelle on participe maintenant, et d'autres décisions qui sont prises par la Banque centrale pour accumuler les données, c'est très important puisque ça va permettre de prendre les meilleures décisions. Quand on sait où se trouvent ces femmes, dans quel secteur elles évoluent, quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent. Donc la collecte des données genrées peut vraiment nous permettre d'arriver à cette digitalisation et bien sûr à l'accès au crédit des femmes entrepreneurs. Merci beaucoup. Nous allons revenir à notre autre panéliste, Madame Rousseau. Madame Rousseau, vous êtes dans le domaine de l'artisanat, mais je vois que vous avez un parcours assez riche. Mais je sais que, comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Rien n'est facile. Est-ce que vous pouvez partager avec le public, dans votre parcours, quels ont été les principaux obstacles rencontrés en tant que femme entrepreneur dans le textile? Et comment vous les avez transformés en opportunités, bien sûr? Les œufs cassés, on en a à la seconde, donc je n'ai pas besoin de les énumérer. Et comme femme entrepreneur, et j'en vois pas mal là aussi, on sait qu'on doit être 2 pas en avant, 10 pas en avant avec plan A, plan B jusqu'à Z. Donc, pour les femmes entrepreneurs, c'est toujours la même chose. Non seulement elles ont charge de famille, donc déjà chez elles, elles ont une charge de gérance du ménage. Donc, elles doivent gérer les finances. Elles doivent gérer psychologiquement la famille. Et aussi, au niveau entrepreneuriat, elles doivent maintenant gérer très souvent des France. Vous intervenez de la France. Donc, il y a beaucoup de gens qui suivent en ligne, des gens qui sont... Pardon? Donc, ça m'a coupé le sifflet là.
Des difficultés au niveau de la famille. Les difficultés du pays. Donc, bon, en général, on casse les œufs tous les jours, comme je disais, et on ne fait pas toujours des omelettes. OK? Ça, c'est sûr. Donc, c'est de prévoir beaucoup de choses. Et ce que la femme a en général, c'est qu'elle crée une communauté autour d'elle. Elle ne travaille jamais seule. Elle travaille pas pour la communauté, elle travaille avec la communauté. Donc, elle crée un réseau très fort, que ce soit psychologique, et c'est pour ça qu'on tient le coup, qu'il y a moins de suicides des femmes là maintenant, parce que le LACOU nous tient. On est capable de déverser tout ce qu'on a, et c'est cette communauté aussi qui agit au niveau de l'artisanat et des finances. Parce qu'il y a cette force qui se crée entre les femmes pour gérer. Et pour maintenant avancer plus loin, on aurait aimé que ça sorte de la micro-entreprise, du microcrédit au bon financement, comme Madame a fait, de coopératives de femmes aussi. On en a besoin, on n'a plus besoin de ça aussi. Et la démographie rentre en jeu à tous les coups. Tout à fait. Merci beaucoup, Madame Rousseau. Nous allons poursuivre avec le panel. Nous parlons aujourd'hui de stratégie, nous parlons aujourd'hui de données genrées. Maintenant, Madame Jacques, est-ce que vous pouvez partager avec le public, d'après vous, quels seraient les leviers stratégiques les plus efficaces pour faire émerger les femmes leaders et pour pouvoir impacter durablement? Quels seraient les leviers? S'agit-il de réseautage? Madame Rousseau en a parlé. S'agit-il de formation, de mentorat, de plaidoyer? Quel levier d'après vous? Premièrement, je dirais, comme levier, c'est l'accompagnement des organisations qui existent déjà. Renforcement de ces organisations qui accompagnent les femmes entrepreneurs. OK? Ça va permettre que ces femmes aient accès à beaucoup plus de services, beaucoup plus de formation, beaucoup plus d'accompagnement technique qui leur permettent de créer leur plan d'affaires, qui leur permettent d'avoir une comptabilité, on va dire une petite comptabilité pour commencer. Et à partir de ces services, elles pourront bien sûr se présenter dans les institutions financières et avoir accès au crédit. Mais je dirais aussi que, et c'est bien dommage, que malgré la bonne volonté de ces femmes entrepreneurs qui, depuis des décennies, font beaucoup d'efforts, Sandra est là, elle peut en témoigner, et d'autres femmes entrepreneurs qui sont dans la salle, je ne veux même pas dire difficile, c'est presque inaccessible, cette histoire d'accès au crédit. Et ceci, il y a des femmes qui sont vraiment, je dirais, bien assises, c'est-à-dire elles ont leur atelier ou même des entreprises légales et enregistrées, etc. Et malgré ça, c'est très difficile d'avoir accès au système de crédit. Donc, pour faciliter, je pense vraiment que les institutions, l'État haïtien, la Banque centrale, les partenaires internationaux doivent se pencher pour voir dans quelle mesure on peut non seulement réduire les conditions d'accès au crédit, pour faciliter que ces femmes puissent vraiment développer, parce qu'elles font partie intégrante de l'économie, elles grandissent l'économie, elles y participent tous les jours, elles font bouger l'économie. Donc, il n'y a aucune raison valable pour qu'elles n'aient pas accès au système formel de crédit. Merci beaucoup, Madame Jacques. Nous allons poser la même question à Madame Rousseau. Madame Rousseau, tout à l'heure, vous avez évoqué les difficultés rencontrées. Maintenant, les difficultés, une fois identifiées, maintenant, d'après vous, de votre côté, quels seraient les leviers stratégiques les plus à même d'impacter durablement l'entrepreneuriat féminin? Il faut cet accès au crédit. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, si on ne l'a pas, on n'avance pas. Et pour avoir cet accès au crédit, il faut formaliser les entreprises féminines. Femmes en démocratie est l'une des institutions qui aide à le faire. Et au niveau de l'artisanat, la Chambre des métiers le fait. Mais ce n'est pas assez. Il faut que ces accès au crédit soient là
et pour qu'elles puissent effectivement avoir un système comptable, un système de gérance pour pouvoir avancer. Parce que si on n'est pas au courant de ces chiffres, on ne peut pas savoir connaître ses pertes et on doit sortir du petit bout de papier pour aller sur la numérisation et pouvoir faire une évaluation de ses ventes, de ses pertes chaque mois ou chaque semaine, même par jour, pour savoir aussi comment rediriger le tir, comment changer. Donc tout ça, c'est nécessaire et le mentorat est nécessaire aussi parce que celles qui sont passées par là peuvent aider. Et les institutions comme la BRH et tout ça peuvent aider aussi à avoir un pool de mentorat pour aider les femmes à sortir et de voir les innovations, comment aller de l'avant, comment avoir de nouvelles entreprises qui vont gérer des fonds et dynamiser l'économie du pays aussi. Merci beaucoup, Madame Rousseau. Vous venez de dire que la BRH elle-même pourrait aider en créant un pool et en aidant aussi au niveau de la formation. Effectivement, au niveau de la BRH, c'est ce qu'elle essaye de faire. Et effectivement, la BRH se base sur les données genrées pour pouvoir apporter quelques solutions à quelques problèmes. Nous sommes heureux d'avoir en ligne Madame Sello et aussi Madame Elmise. On a eu des petits problèmes techniques, mais heureusement, tout a pu... Madame Émile, pardon, je voulais dire. Alors, sans trop tarder, je voudrais poser une question rapidement à Madame Saint-Lô. Madame Saint-Lô, je vous dis bonjour d'abord. Vous nous entendez? Oui, je vous entends et je vous réponds bonjour et à tous les participants à cet événement. Merci. Madame Émile, vous nous entendez? Je vous entends très bien, bonjour et merci beaucoup de nous avoir invités de faire partie de ce panel. Merci. Merci beaucoup. Nous allons rapidement rattraper le temps. La question vous est adressée à vous toutes les deux. D'après vous, pourquoi la collecte et l'utilisation de données genrées sont-elles importantes pour comprendre et soutenir le leadership féminin? Pourquoi la collecte de données genrées, s'avère-t-elle importante? Madame Sello? Bon, pour moi, d'abord, je voudrais saluer et féliciter le gouverneur et également la représentante d'ONU Femmes et les féliciter pour cet accord qui a été signé entre eux. Je pense que c'est une grande première et pour moi, je pense qu'on passe à une autre vitesse parce qu'une fois que les institutions aussi importantes et au niveau de la politique monétaire se saisissent de la question d'empowerment des femmes, je pense que là, on passe à un autre niveau. Donc, je prends tout ça très au sérieux. Et je remercie la BRH qui, ça fait depuis quelques années, a vraiment une politique à tendance, je dirais, féministe. Donc, compliment au gouverneur, à vous et à toute votre équipe. Et la collecte et surtout l'utilisation des données genrées, je pense qu'elle est importante. C'est ce qui va nous permettre de dépasser des slogans du genre « femme, c'est potomitan ». Oui, femme, c'est potomitan, mais comment je peux le prouver? Sur quoi je vais me baser pour dire que les femmes ont une place capitale au niveau de l'économie? Les femmes sont les potomitans dont nous parlons. Donc, c'est vraiment cet outil, je dirais, scientifique qui va nous permettre de connaître la force vraiment des femmes, leur retard, leur recul, leurs avancées et aussi les défis et qui vont permettre aussi aux autorités et également aux organisations de femmes, aux acteurs du développement de développer des programmes, des politiques, surtout des politiques publiques permettant vraiment d'assurer ce que moi je tiens à appeler empowerment des femmes et non seulement équité, égalité des genres, parce que égalité des genres, égalité de ça, si garçons pauvres, filles pauvres, tout le monde pauvre est égal. Donc, je pense qu'il faut vraiment parler d'empowerment économique des femmes. Et ensuite, je pense aussi que c'est capital que ces compétences en collecte des données soient, disons, passées à l'institution IHSI, et également à l'université au niveau du CTPEA.
ça ne peut pas être une étude, ça ne peut pas être un projet. Non, ça doit être intégré dans tous les travaux, dans toutes les recherches, toutes les enquêtes, disons, de l'Institut haïtien de statistique et d'information. Donc, je pense que c'est très, très important de renforcer les capacités de ces institutions à collecter ces données genrées qui seront utilisées par d'autres acteurs. Merci beaucoup, Madame Saint-Lô. Je rappelle que Madame Saint-Lô est une ancienne ministre, la première femme à être ministre du Commerce en Haïti. Sans trop tarder, nous passons... c'est la même question aussi pour Madame Émile. Encore une fois, bonjour tout le monde. Permettez-moi de remercier encore une fois la BRH et toutes les organisations qui permettent à ce que cette activité se réalise. Et je suis très contente de parler au nom de OWSD. Donc, je vais prendre juste 2-3 minutes pour présenter cette nouvelle structure en Haïti qui a pris naissance en 2023. OWSD, c'est une unité des Nations Unies, en fait, qui fait la promotion pour les femmes dans la science, la recherche, dans des pays en développement. Donc, je suis présidente de cette association. J'ai pu créer cette association suite à une expérience que j'avais au Niger dans le cadre professionnel, où j'avais pour mission d'accompagner les femmes nigériennes à mettre en place cette institution. Et j'ai profité de l'expérience et des retombées pour proposer à Haïti, aux femmes haïtiennes, cet espace de réseautage. Et pour répondre en fait à la question des données, moi, je vais répéter tout ce que vous avez dit avant, en fait, les précédentes panélistes. Les données, en fait, déjà, les données ne sont pas neutres. Les données ne sont pas neutres. Les données, normalement, c'est un outil, c'est un levier, en fait, pour déjà corriger les écarts des inégalités entre les hommes et les femmes et aussi, en fait, collecter les données genrées. Donc, ça permet aussi d'avoir cet outil qui est scientifique, d'avoir des preuves parce qu'on vit dans un pays avec une culture d'oralité qui est très, très forte. Et donc, les données, en fait, c'est scientifique. Et comme venait de dire Madame Saint-Lô, si ça passe par l'IHSI, donc ça va encore avoir plus de crédibilité parce que sans les données, nous ne pouvons pas agir. Parce qu'aujourd'hui, les données, c'est les richesses, ça fait partie des richesses d'un pays. Donc, si nous continuons à collecter les données et qu'on n'arrive pas à faire la différence entre les hommes, en fait, qui sont dans l'entrepreneuriat et ainsi que les femmes et les démarquer, donc, du coup, on ne peut jamais résoudre ce problème et aussi d'aller vers ce pas qui est la digitalisation. Parce que quand on parle de digitalisation, de proposition, en fait, des outils techniques, il faut les données et il faut aussi les bonnes données. Et ce que je veux rajouter aussi, c'est que cette recherche, cette envie d'avoir ces données, donc il faut qu'il y ait l'inclusion des femmes dans toute la démarche, depuis le début, depuis la conception jusqu'à la collecte des données et aussi les traitements des données. Parce que on se rend compte que en fait les solutions qui sont proposées, c'est proposé en fait par des hommes, sans l'implication des femmes, sans prendre en compte les besoins des femmes. Donc, c'est important, en fait, de collecter les données, mais aussi de pouvoir différencier, de pouvoir, d'avoir, en fait, cet outil qui permet de rectifier les tirs, de aussi permettre de poser des actions pour corriger cette inégalité qui perdure depuis des siècles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de ce panel, mais nous avons une dernière question pour nos deux panélistes en ligne. Nous venons de parler de données genrées, et nous avons également soulevé quelques difficultés, mais il faut toujours, nous avons aussi l'occasion de présenter quelques éléments que nous estimons capables d'impacter positivement. Ce que nous cherchons, c'est les leviers stratégiques qui seraient les plus efficaces pour impacter durablement l'économie haïtienne. Nous commençons avec Madame Émile d'abord.
Merci encore une fois. Donc, parmi les leviers, parce que nous venons de voir qu'il y a des freins, mais heureusement, en fait, qu'il y a des propositions de solutions. Et parmi les propositions de solutions, je vais parler du réseautage, le réseau. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a les données, maintenant, comment on fait? Donc, du coup, moi, je pense que le réseau, ça va jouer un rôle très important pour que les femmes ne se sentent pas isolées. Et c'est dans ce que je m'engage depuis plusieurs années, en fait, pour essayer de connecter les femmes en Haïti avec les femmes du monde entier, les femmes qui sont dans la recherche, les femmes qui sont dans différentes filières, pour avoir, en fait, ce qu'on appelle en exemple des repères, parce que moi, j'aime pas trop parler de modèle, parce que quand on parle de modèle, c'est de reproduire quelque chose à l'identique, mais moi, je parle de préférence des repères, des exemples de femmes qui ont réussi et qui leur permettraient, en fait, de pas être isolées, de pas se sentir seules. Le deuxième levier, ça va être l'éducation. L'éducation, là, je suis pas en train de parler d'apprendre les femmes à lire et à écrire, mais en fait, de les éduquer parce qu'en fait, on a quand même un problème culturel qui fait croire aux femmes, même si on dit qu'on est potomitan, entre guillemets, mais on ne peut pas prouver. Et sans preuve, en fait, on n'arrive jamais à atteindre ces objectifs. Donc, moi, je pense que l'éducation financière, c'est important d'éduquer les femmes, de les expliquer comment on monte des entreprises, de ne pas rester dans l'informel parce que la majorité des femmes la majorité des commerçants, je veux dire, c'est des femmes, ils sont plutôt dans l'informel. Donc, moi, je pense que l'éducation, c'est important depuis au niveau élémentaire, en fait, d'apprendre aux petites filles au niveau primaire et à l'université et pourquoi pas, en fait, ce que BRH est en train de faire, ce que les organisations de femmes comme OWSD, donc du coup, d'éduquer les femmes, de les expliquer les voies de sortie. Donc, ça, c'est les deux leviers. On a le réseautage, on a l'éducation et on a aussi le mentorat qui est très, très important parce que l'absence des repères, des modèles de femmes qui ont réussi parce que les femmes, en fait, sont invisibles. Donc, d'où encore intervient, en fait, ce problème de données. Parce que si on n'arrive pas à avoir des exemples des femmes qui ont réussi ou alors des manques dans le domaine, que ce soit de l'entrepreneuriat, donc ça, c'est un gros problème. Donc, pour moi, en fait, les trois leviers les plus importants parmi tous les autres, encore une fois, c'est le réseautage pour que les femmes ne se sentent pas seules, ne sont pas isolées. Et aussi, il y a l'éducation et le mentorat. Et moi, ce que je demande aussi, c'est que les données, une fois que c'est là, ça doit être accessible. Les femmes qui ont réussi doivent être accessibles pour les jeunes, même pour les donner des conseils, les accompagner, les rassurer. Parce que c'est toujours bien quand on entreprend et qu'on arrive à avoir une épaule, en fait, quand on est en difficulté pour nous rassurer. Pour moi, ces trois leviers, c'est des leviers importants, en fait, pour résoudre ce problème. Merci beaucoup, Madame Émile. Le temps nous fait la guerre. Rapidement, Madame Saint-Lô, en 2 minutes, est-ce que vous pouvez nous dire, pour vous, quelles seraient les meilleures solutions à apporter à ces problèmes-là? Bon, 2 minutes, c'est vraiment court, hein? Donc, laissez-moi vous dire, on est dans une situation catastrophique. Et parler d'entrepreneuriat féminin actuellement, d'entrepreneuriat en général, c'est vraiment difficile de parler positivement. Toutes les entreprises sont en faillite. Le ministre des Finances hier l'a bien dit, 2%, la classe moyenne est réduite à 2%. Maintenant, je pense qu'on a 2 leviers à pouvoir utiliser parce que les réseaux existent déjà. Au niveau de Femmes en démocratie, nous avons formé plus de 5 à 6 000 femmes en gestion de micro-entreprises, en patati patata, tout ça. Donc, tout ça, ça existe déjà. Quand on a le plaidoyer, on le fait et ça n'avance pas. Donc, il faut vraiment qu'on arrive maintenant à se tourner
là où notre classe moyenne est, parce que notre classe moyenne maintenant se trouve en diaspora, et voir comment développer des alliances avec d'autres pays, plus particulièrement les pays africains. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Et déjà, nous aussi, on a déjà commencé à mener ce genre d'activité, ce genre de démarche, je dirais, rencontrer des réseaux de femmes africaines, renforcer, justement, intégrer les femmes de la diaspora à nos activités en Haïti. Et ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on arrive à ce que tout ce qui se dit au niveau de, je dirais, la BRH, inclusion financière, digitalisation, tout ça, soit traduit au niveau du budget. Parce que moi, si je ne vois pas une ligne budgétaire qui dit inclusion financière, je ne sais pas comment on va avancer avec tout ça. Je dirais que la BRH, c'est vraiment la tête pensante qui arrive vraiment avec des études, des propositions intéressantes, mais il faut qu'elle se mette avec les ministères, avec d'autres institutions publiques qui seraient là pour exécuter avec des partenaires privés. Et moi, je propose vraiment un partenariat réel privé-public avec le ministère des Finances surtout et les chambres de commerce de femmes entrepreneurs. Actuellement, il y a 3 chambres de commerce de femmes entrepreneurs et professionnelles dans le Sud. Il y a une 4e qui est en train d'être créée dans le Sud-Est et elles sont en train de monter une fédération. Il y a cette chambre montée par Daniel Jacques, elle en a parlé l'autre jour, qui maintenant monte une coopérative. Il y a une coopérative de femmes qui est en train d'être montée dans le Nord-Est et une autre dans le Sud-Est. Donc, en réalité, au niveau réseautage, ça marche. Mais 2 mecs pas fruits. Réseautage entre pauvres, on ne peut pas avancer comme ça. Il nous faut des femmes d'affaires qui dirigent pas des petites entreprises en croissance, des entreprises de taille moyenne, des grandes entreprises. Et ça n'existe pas en Haïti. Donc, il faut voir comment s'associer, développer des partenariats et que l'État, surtout la BRH, mette des mécanismes en place parce que c'est clair, quelqu'un de la diaspora ne pourra pas donner au FDI et une maison en hypothèque. Donc, il faut qu'on sorte un petit peu, qu'on soit out of the box et qu'on développe vraiment des mécanismes. Parce que qu'est-ce qui va arriver? Les femmes vont accepter la digitalisation. C'est leur pour faire comme. Si elles font un good, et puis elles font un good de 5 centimes, et bien, elles marchent là-dedans. Qu'elles soient lettrées ou illettrées. Donc, je pense qu'on doit vraiment s'asseoir et voir comment avoir une sorte de co-design ensemble, les chambres de commerce des femmes entrepreneurs et également la BRH, le ministère des Finances, le ministère du Commerce, mais surtout les autorités monétaires pour qu'on ait un plan très pratique et qu'il soit traduit dans des lignes budgétaires bien spécifiques. Et je pense aussi qu'il faut qu'on adopte une approche de système de marché et qu'on aille vers des filières porteuses. Sinon, on va se retrouver avec des femmes, des mutuelles, tout ça, qui se tuent pour vendre des produits importés. Et à ce moment-là, c'est ce grand problème qu'on a. Chaque femme en Haïti maintenant est vendeuse de produits importés. Donc, il faut qu'on voit pendant les 3 mois qui viennent là, parce que j'imagine janvier, février, on va encore travailler sur le budget. Il faut qu'au cours de ces 3 mois, et la Norvège, à travers ONU Femmes, supporte 3 chambres dans le Grand Sud, et qu'on s'assoie ensemble, qu'on travaille sérieusement et qu'on sorte avec quelque chose qui se traduise en chiffres dans le prochain budget et tout ce budget rectificatif, je ne sais pas, et ce qu'on aura vers fin février, janvier. OK. Merci beaucoup, Madame Saint-Lô, pour ces éléments assez enrichissants que vous avez avancés. En fait, rapidement, nous l'avons vu aujourd'hui, il y a un problème, c'est que il nous faut des informations, il nous faut des chiffres, donc il nous faut des données genrées. Donc la problématique a été posée et on comprend toute son importance. Mais il y a des problèmes qui entravent, je dirais, l'entrepreneuriat féminin et nous les avons identifiés. C'est lié au financement et c'est également lié à la culture. Mais heureusement, les pistes de solutions existent et nos différentes panélistes ont brillamment
proposer quelques éléments de solution. Et nous parlons de réseautage, de plaidoyer, de mentorat, d'éducation financière, de formation en entrepreneuriat, d'intégration de la diaspora haïtienne. Et un élément très très important, c'est aussi la budgétisation de l'inclusion financière des femmes, qui serait, on va dire, une action vraiment concrète de la part des autorités. Et en dernier lieu, il est proposé des partenariats entre le ministère des Finances, les chambres de commerce, des femmes entrepreneurs, pour pouvoir aborder ce problème dans son intégralité et pouvoir résoudre ce problème. Nous vous remercions, chers panélistes. Merci beaucoup. C'est le moment maintenant de passer aux questions. Le public, je sais que vous avez sûrement plein de questions. C'est le moment. En 5 minutes, on va dire, nous allons prendre 2 questions. Vraiment 2 questions. Nous demandons Allez-y. Bonsoir. Et nous sommes M. Moïse Alfred. Puisque je veux dire, c'est pour promouvoir mesdames, et moi décidé que pour me essayer de parler dans la langue maternelle, tout ça. Et ça qui a rapport avec l'entrepreneuriat, bien que j'ai plusieurs communautés que je fais partie, et avant tout que moi je suis un trader pro, et dans le domaine vraiment comme si crypto-monnaie, tout ça. Et en pile, jeunes mesdames, ils fait. Il a fait face à des difficultés avec question moyens de paiement. Et puisque de nos jours, on a dit que le monde allait quitter nous net, mais puisque tout d'abord, m'a profité tout, remercier BRH vraiment qui lancé l'initiative ça. Si j'ose dire avant que nous promouvoir comme si digitalisation, on dit que bien que nous voulons pour digitaliser Goudlan, mais nous pas quitter vraiment crypto-monnaie derrière. Nous avons USDT tout ça, qui a facilité vraiment pile entrepreneurs et filles, et ainsi vraiment que l'autre jeunes demoiselles qui ont vraiment entré dans l'entrepreneuriat, et surtout ça qui vraiment qui intégré e-commerce, ça qui dans marché financier, tout ça, et monnaie électronique là vraiment utile. Moi, c'est dans ce sens que le ministre des Finances a dit ça, que il prêt lui-même pour avancer, que c'est le secteur privé avec BRH, avec tout l'autre monde qui concerne dans le pays, qui peut vraiment mettre tête ensemble pour nous continuer à avancer, parce que nous-mêmes, nous avons un marché financier qui gagne des trillions de dollars qui boissent sous lui presque chaque jour. Alors nous avons utilisé des tuyaux pour nous vraiment faire comme ça, entrer dans le pays et puis investir sur le marché local là. Parce que là, nous avons utilisé Goud là simplement, nous juste rester dans le marché local là, nous pas vraiment exploiter le marché international là. Merci. Merci beaucoup. C'est plutôt des conseils, des recommandations. Nous vous remercions. Nous prenons maintenant une deuxième personne. Bonsoir tout le monde, nous c'est Adam Stevens René, étudiant en économie à la FDSE de l'UEH. Et avant tout, je profite de fêter Banque d'Haïti pour forum ça que organisé sous sa relais digitalisation paiement avec équité de genre. En fait, question pas maintenant très simple, nous avons connaître qui indicateur concret et qui sensible aux gens vraiment que nous avons utilisé pour essayer de regarder est-ce que digitalisation ça que nous a parlé de lien, il va le creuser. Inégalité femmes jeunes que nous connaissons vraiment. Merci beaucoup. Est-ce que les panélistes veulent réagir sur la deuxième question? Allez-y. Je dis à nous déjà dans l'inégalité. Maintenant, pour que nous résoudre la première partie, c'est-à-dire régler l'inégalité qui existait entre femmes et garçons dans le système financier, là, nous finissons résoudre parallèlement ensemble d'organisations, ensemble d'associations de femmes et qui a accompagné déjà mesdames qui a fait business, qui c'est dans le commerce de détail, qui c'est Madame Sarah, qui c'est des entrepreneurs formels. Eh bien, nous-mêmes, dans le niveau pas, nous allons assurer, c'est peut-être ça, nous avons parlé de formation, nous avons parlé de éducation financière. Donc, juste pour faciliter que toutes mesdames, ni ça en haut, ni ça en bas, ni ça en dehors, ni ça en la ville, ils ont accès à la même information, ils ont accès à la même formation et qui permettent que ils bénéficient largement de ça que nous allons arriver à résoudre, côté que toute femme, même jeune garçon, ils ont accès à un système de chrétien.
Merci beaucoup. Et aussi en termes de... indicateur. Allez-y, allez-y. Bon, moi-même, on est un petit genre grand monde. Donc, indicateur, j'ai changé parce que qu'on y a un grand pile temps devant, je pratique. Moi, j'ai rencontré, j'ai visité une fédération femmes qui produit cacao en République dominicaine. Et puis, on allait manger après. Et puis, pendant une sous-table, on commande des petits jus. Moi, chaque mesdame commande une bière présidente. Et puis, il y a boire bière là. Et puis, là, on finit de manger. Moi, chaque mesdame râle cobio pour payer bill là. Et puis, yo paye pour moi. Bon, indicateur, non, c'est pas que la m'a fait pour prestige. Indicateur, non, mesdames qui vendent nyam yo, leur invité aux formation, yo pas prendre manger après pour porter la caillou pour aller petit yo. Femme haïtienne non, dit pas qu'à payer tête li un cola. Aller ouais pour bière là. Bon, indicateur yo vinn simple moi-même. Depuis moi mesdames a commandé bière, a commandé cola, a commandé au magasin qui pour faire tête au plaisir. Ou bien que car un loisir, le ça m'a dit me réussir. Très bien, merci beaucoup. Et le ça n'a vraiment arrivé dans l'autonomisation, mesdames, que nous-mêmes nous prôné. Et l'autre élément pour indicateur, nous sommes capables d'aller sur le site BRH, nous avons joint une enquête assez récente qui c'est Finscope MPME 2021-2023. Et vous allez trouver vraiment énormément de données. Nous vous disons merci. Le panel était très, très animé. Je comprends aussi l'engouement du public, mais malheureusement, le temps nous fait la guerre. Je vous remercie tous et je vous demande d'applaudir chaudement, mais vraiment chaudement, tous nos panélistes, s'il vous plaît.